Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans Afro-Droit, on parle de puissance, d'influence et de droit. L'Afrique est devenue un terrain central des rivalités internationales entre trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie. Chacun avance ses intérêts, ses méthodes et son discours. Mais une question demeure. Le droit international est-il réellement respecté ou simplement mobilisé quand il arrange? Et pour en parler, nous recevons Philippe Beaune, expert sur les questions africaines et conseiller de certains chefs d'État, ayant une expérience opérationnelle chez Airbus et Air Sénégal. Philippe Beaune, merci d'être là. Merci de me recevoir. Alors, on évoque de plus en plus à propos de l'Afrique l'existence de trois empires contemporains. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Concrètement, que recouvre cette notion d'empire aujourd'hui et comment se manifeste la présence de ces puissances sur le continent africain? Brièvement, je crois qu'en effet, on peut considérer qu'aujourd'hui, il reste trois grands empires. Alors, les trois ont chacun d'eux leur spécificité. Le plus vaste sur le plan de la superficie, c'est la Russie, 17 millions de kilomètres carrés, à peu près 20-22% des ressources globales, oil and gas et terres rares, métaux précieux, mais donc dispose de forces et de points de force importants. Le deuxième, c'est la Chine, qui est le plus grand, lui, en termes de population. Oui, effectivement. Autour d'1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, avec une maîtrise de plus en plus importante des très hautes technologies, y compris des hautes technologies dans le domaine militaire. Et les États-Unis, bien évidemment, qui sont aujourd'hui, semble-t-il, le plus puissant des trois, avec une surface importante également, 400 millions d'Américains qui travaillent et qui maîtrisent les hautes technologies. Et des trois, sans doute celui qui a la vocation ou le comportement le plus impérial. Peut-être parce que c'est un État qui s'est construit sur l'histoire de colonisation. Aussi. Contrairement aux deux autres, qui sont des populations anciennes, stables, historiques, et qui sont moins impérialistes, moins colonialistes par fonctionnement, par essence. Alors comment ça se traduit en Afrique ? Les trois interviennent de façon diverse. Les Russes, rapidement, objectivement, ont une présence assez modeste. J'allais dire c'est une présence d'opportunité. Pour prendre un exemple concret, la Centrafrique. L'intervention des Wagner. Oui, l'intervention de Wagner, qui aujourd'hui est rattachée au ministère de la Défense russe, mais c'est une présence d'opportunité. Les Français sont partis, il y avait un problème sécuritaire majeur en Centrafrique, les Russes sont rentrés. Mais comme disait l'un de mes amis, ce n'est pas les Russes qui sont venus chasser les Français. Les Français sont partis en laissant la clé sur la porte, si j'ose dire, et laissant un grand vide sécuritaire à ce moment-là. Et de façon générale, on a vu les Russes au Mali. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une présence globale sur le continent africain avec une volonté impériale ou coloniale. Ce n'est pas du tout le cas. Et leurs intérêts économiques sont relativement modestes finalement. Par rapport à la Chine. Oui, par rapport à la Chine, et merci, c'est la transition. Les Chinois, eux, ont une politique, j'allais dire, purement commerciale, bien évidemment, toujours de la recherche d'acquisition de minerais particuliers, de ressources agricoles aussi parfois, et de minerais. Avec, dans la tradition chinoise, une diplomatie qui n'est pas agressive, qui est toujours une diplomatie de réaction. Et les Chinois n'ont jamais aucune force militaire, par exemple, présente sur le continent africain. C'est vraiment de la pénétration commerciale, et ce qui est notablement différent des Américains. Les Américains ont une présence, c'est assez traditionnel dans les modes d'intervention des États-Unis. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation factuelle. Si on regarde, que ça soit par exemple en Somalie, ça fait une trentaine d'années que les Américains ont une présence militaire en Somalie.
avec des succès, j'allais dire, relatifs en termes de résultats. On voit récemment des interventions au Nigeria, par exemple. À noter et à observer quand même que les interventions américaines se situent souvent dans des zones où le contrôle des ressources, et notamment des ressources liées à l'énergie, je pense évidemment aux ressources pétrolières, sont quand même un point d'attrait en général et conditionnent, semble-t-il, en partie les interventions militaires, on va dire, près des États-Unis. Merci pour cette belle transition, parce que vous parlez que les interventions américaines sont souvent conditionnées par cette volonté d'aller chercher des ressources naturelles, en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a une médiation entre la RDC et le Rwanda, la médiation assurée, bien entendu, par les États-Unis. Et on se rappelle qu'il y a quelques mois, un accord de paix avait été signé entre les trois chefs d'État, les chefs d'État américains, de la RDC et puis du Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que sur ce point, la diplomatie américaine est-elle efficace sur ce point, ou au contraire c'est aujourd'hui une impuissance, on va dire, structurelle face aux réalités géopolitiques et régionales, quand on sait que la volonté c'est finalement d'aller chercher des ressources? Alors, une idée, c'est toujours très important et nos amis américains ont beaucoup d'idées pour essayer de résoudre certains conflits. Mais une idée appartient à celui qui la réalise. Et une idée n'est conditionnée que par sa capacité de mise en œuvre et sa réalisation. Alors, en ce qui concerne les accords de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, j'allais dire, c'est au résultat qu'on pourra juger de l'efficacité de l'intervention. Je crains fort que aujourd'hui, les deux pays ayant des disparités organisationnelles notables n'arrivent pas à se mettre d'accord. Simplement parce que vous avez, par exemple, d'un côté le Rwanda, qui reste un État fort, structuré. Une fois de plus, je ne porte aucun jugement sur les gouvernements en place, ni à Kinshasa, ni à Kigali. J'essaye d'observer simplement les faits. Et dans les faits, il faut bien noter que la faiblesse de l'État de République démocratique du Congo rend difficile la mise en œuvre d'accords de paix. Parce que pour arriver à faire un accord de paix national avec une autre nation avec laquelle on est en opposition, il faut déjà bien contrôler son propre pays. Ce qui est quand même difficile aujourd'hui en RDC. C'est un pays auquel je suis très attaché. J'ai beaucoup de respect pour le président Tshisekedi, que je connais un petit peu. Comme j'en ai pour le président Kagame, que je connais également bien, puisque j'ai beaucoup circulé dans toute la région. Vous pensez que la paix est vraiment possible entre les deux, puisque vous les connaissez, vous êtes un homme de terrain. Je pense qu'in fine, la paix, oui, la paix est possible. D'abord, je veux le croire parce que je suis attaché à ces deux pays. C'est une région du continent qui m'est particulièrement chère et dans laquelle j'ai beaucoup circulé. C'est pour ça que c'est bien la médiation américaine, si elle produit du résultat. Je pense simplement qu'on ne parle pas de la même chose. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, comment la France se positionne dans cette affaire-là. C'est pas très facile, parce que, évidemment, il y a le droit international, et on pourra y venir, c'est une vraie question, qui doit être respecté. Donc, il n'est pas acceptable que des pays soient, j'allais dire, que leurs frontières soient mises en cause et qu'il y ait des ingérences extérieures, bien évidemment. Ça, c'est très éthique, c'est très joli, mais la réalité opérationnelle, comment elle se traduit? Aujourd'hui, si on demande à la France... où est l'intérêt français, par exemple, dans cette région? Est-ce qu'il faut soutenir la RDC? Est-ce qu'il faut soutenir le Rwanda? Je crois qu'il faut soutenir la paix. Parce que si on prend, par exemple, les intérêts français dans la zone, quels sont les plus gros investissements français? C'est Total dans le Cabo Delgado, Mozambique. Et qui protège les installations de Total dans le Cabo Delgado? C'est le Rwanda. Et donc, il est très difficile, si on se place d'un point de vue strictement intérêt objectif d'un État,
de porter un jugement ou de savoir comment, en tant qu'État, la France devrait se positionner. Et donc, la seule position à tenir, à mon avis, c'est évidemment soutenir toute initiative qui va vers la paix. Très bien. Parlons un peu de la Chine et de ses rapports avec, un peu, on va dire, le droit international économique. On voit qu'il y a des contrats d'infrastructure conclus par la Chine en Afrique qui sont souvent liés à des endettements importants des États africains. Est-ce que ces contrats respectent-ils, selon vous, les exigences de transparence, de consentement libre et éclairé, telles que l'impose le droit international économique? Alors, c'est une excellente question à laquelle il n'est pas très facile de répondre. Parce que le respect du droit dépend des régimes en place, finalement. Parce que le droit international, notamment, c'est bien souvent, qu'on le veuille ou non, le droit du plus fort. C'est toujours le plus fort qui impose son droit. On voit bien les différences de traitement. Si par exemple on prend la CPI, la Cour pénale internationale, souvent des États africains ont été la cible des foudres de la CPI. Et pourtant, quand on regarde le monde, il y a bien d'autres cas où des interventions extérieures, sans parler de la guerre qu'une partie de l'OTAN a pu faire à la Libye à l'époque, est-ce que c'était conforme au droit international? C'est une vraie question. Est-ce que l'affaire du Venezuela est conforme au droit international? Je ne sais pas, mais enfin si, je sais. mais tout ça pour dire que c'est très relatif. Malheureusement, je crois que si on veut progresser dans des solutions, on ne peut pas raisonner en termes d'habillage éthique ou de justification éthique. Parce que malheureusement, le monde étant ce qu'il est, il est la gestion du réel. Or, le droit international n'existe pas en dehors de la force, malheureusement. On le voit bien, c'est le plus fort qui impose son droit. Et donc, ça veut dire, est-ce qu'on, au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut légitimement affirmer que ces trois puissances ont tendance à utiliser le droit international à la carte en Afrique, en invoquant certains principes comme la lutte contre le terrorisme ou la protection des civils, tout en écartant d'autres principes tels que la souveraineté ou les droits humains? Bien sûr. Alors, les droits humains devraient être un droit universel, que chacun défend et que tous défendent. Nonobstant, on voit bien que c'est aussi très relatif. On est allé vous faire des procès de certains dirigeants africains dans tel ou tel pays. Je parlais de la Libye tout à l'heure, mais je pourrais parler d'autres conflits qui sont complètement passés sous silence. Le Soudan, par exemple, depuis des années, vit une guerre absolument terrible. On voit bien que pas grand monde en parle, parce que ça n'intéresse pas grand monde. Et on voit cette reconnaissance récente du Somaliland par Israël. Est-ce que cette reconnaissance est conforme au droit international? Probablement pas. Pourquoi? Parce que comment se définit un État, typiquement? Il n'y a pas dans la Charte des Nations Unies la définition d'un État. En général, les Nations Unies s'appuient sur la Convention de Montevideo de 1933, qui définit un État. Alors, grosso modo, un État, c'est une population identifiée, des frontières identifiées, même si elles sont contestées, et des populations stables dans ces frontières, et un gouvernement qui dispose des outils de souveraineté qui sont la levée de l'impôt, un budget et des forces de sécurité capables, grosso modo, de faire régner les lois qui sont en vigueur. Et donc, si on s'amuse à prendre cette définition et qu'on regarde des différences de traitement, je sais qu'on sort du continent, mais prenons la Palestine d'un côté, reconnue par plus de 130 États aux Nations Unies, mais qui ne dispose pas d'un gouvernement véritablement stable, ni des moyens de souveraineté, pas de budget, etc. De l'autre côté, vous pouvez vous amuser à prendre Taïwan, qui n'est reconnu aujourd'hui quasiment par personne, et qui pourtant dispose d'un gouvernement stable, d'une population identifiée, de frontières identifiées, et d'un gouvernement qui dispose de tous les outils de souveraineté, un budget, d'ailleurs un joueur particulièrement important sur la scène internationale dans le domaine économique, avec les microprocesseurs, etc., etc. Donc tout ça pour dire que le droit est très relatif.
et qu'une fois encore, on essaye d'appliquer ou de justifier certaines actions en s'appuyant sur du droit international, mais le droit international n'existe pas. Une fois encore, c'est toujours le droit du plus fort. Le droit du plus fort, okay, très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et vous le dites très bien, que le droit international n'existe pas, ou sinon il n'existe que pour les plus forts, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine, par exemple, les États africains disposent aujourd'hui des leviers, des moyens pour pouvoir s'opposer en quelque sorte aux dérives notamment de ces grandes puissances? Je le voudrais parce que j'ai aussi vécu en Afrique, je n'ai pas seulement travaillé en Afrique, et je suis très attaché à un certain nombre de pays dans lesquels j'ai toujours beaucoup œuvré. Malheureusement, une fois encore, il n'y a pas de droit sans puissance. Et la clé aujourd'hui, c'est retrouver la puissance. Comment retrouver les instruments de la puissance? Alors, l'Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a tellement de différences entre les différents pays, 54 pays qui constituent l'Afrique, que c'est difficile de globaliser. Mais oui, l'Afrique, si elle est unie dans leurs instances internationales, pourrait peser un peu plus. Or, aujourd'hui, ce n'est pas non plus très facile. On voit bien l'émergence de l'AES dans le Sahel, Exactement, etc. Enfin, on voit bien que c'est la démonstration du droit du plus fort. C'est-à-dire que dès qu'il y a des divergences, à un moment donné, on va créer un nouveau droit. Alors là, il n'est pas très facile pour les organisations, que ce soit la CEDEAO ou d'autres, de faire valoir des règles qui seraient normalement applicables aux pays de la zone. Et qu'il n'y a rien de pire qu'une loi qu'on ne peut pas appliquer. Montesquieu disait « Garons-nous des mauvaises lois car elles affaiblissent les bonnes lois ». Et les mauvaises lois sont des lois qu'on ne peut pas appliquer. Très bien. Philippot, nous arrivons à la fin, une dernière question. Le président Donald Trump a annoncé la création d'un conseil de paix. Est-ce que vous pensez que les pays africains vont de gré ou de force adhérer à... Parce qu'on parle du droit international, le droit du plus fort. Est-ce que vous pensez que les pays africains vont de gré ou de force adhérer à cette espèce de conseil de sécurité parallèle? Alors, ce conseil de paix, vous faites bien de le mentionner, est l'illustration parfaite de ce dont nous sommes en train de parler. Alors, je ne sais pas s'il y a des pays du continent qui décideront de cotiser, j'ai cru comprendre que c'était $1 milliard, n'est-ce pas? Droit d'entrée. À cette... L'initiative, moi je ne condamne jamais rien a priori. J'aime bien observer et voir factuellement comment les choses s'organisent. Ce conseil peut avoir un poids parce qu'il réunit des gens qui ont de la puissance. Est-ce que c'est une bonne chose? Je crois que c'est une chose assez, comment dire, qu'il faut prendre avec prudence. Parce que ce n'est pas parce qu'on constate que le droit international, c'est malheureusement le droit du plus fort, qu'il faut le souhaiter et qu'il faut l'encourager. Il faut rêver d'un monde où le droit serait universel. Malheureusement, nous sommes dans un monde de réel. Et donc, il faut bien, quand on est responsable politique ou de quelque nature que ce soit, vivre avec le réel. Alors, nous verrons comment évolue ce Conseil de la paix. Mais c'est une initiative qui, si des pays comme la Russie le rejoignent, par exemple, serait à prendre en compte, parce que la puissance passera de ce côté-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Philippot. Nous prenons cela comme une espèce de prudence. Hein. Vous appelez, c'est un appel à la prudence, en quelque sorte. Et si je peux me permettre juste, pour terminer, je sais que le temps est compté, mais je crois que beaucoup de pays sur le continent africain devrait regarder plus vers j'allais dire, des pays qui sont moins visibles en termes de puissance, mais qui sont de plus en plus impliqués. Je pense par exemple aux Émirats arabes unis, qui ont été un des gros investisseurs en 2024 sur le continent. C'est une approche qui me paraît plus équilibrée et plus à l'avantage de nos amis africains, dans certains domaines en tout cas. Parce que, évidemment, quand on a affaire aux très gros poids lourds, quels qu'ils soient chinois ou américains ou russes, même si, une fois de plus, ils sont moins présents, c'est pas très facile de résister. En espérant que votre conseil sera favorablement reçu. C'était Afro Droit. Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro.